tous et merci d'être venus aussi nombreux. Ce soir, on va parler de la question du plaisir et la question des violences qui peuvent a priori pas paraître liées du tout. Et il y a beaucoup de personnes, et Mélanie nous le disait, qui disaient par rapport à ce documentaire pourquoi finalement on l'a appelé Female Pleasure alors qu'on ne parle pas réellement de plaisir féminin. Et donc c'est cette question qu'on va essayer d'évoquer ensemble ce soir pour essayer de comprendre d'abord pourquoi c'est lié. Ensuite, comment est-ce que en fait, cette question de lutte contre les violences va de pair avec une lutte pour la réappropriation du corps des femmes, du droit à disposer de leur corps et une forme d'affranchissement sexuel. Et ensuite, on va essayer de se demander tous ensemble qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. On est 70, alors un tout petit peu moins maintenant parce qu'il y a quelques personnes qui sont parties, mais voilà, on est une bonne cinquantaine dans cette salle et on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses à faire, donc c'est ces questions-là qu'on va se poser ensemble avec Charlotte Renaud de Georgette, du collectif Georgette Sand et Juliette Vogt de Excision Parlons-en. Alors pour commencer, je vais te poser la question, Charlotte. Pourquoi est-ce que la question du plaisir et la question des violences faites aux femmes sont-elles liées? Et en quoi? Peut-être qu'il n'y a pas besoin de micro. Vous m'entendez tous ou pas? Ok. Déjà, il y a un premier point qu'il est quand même important de rappeler, c'est que la notion même d'appartenance du corps, en fait, elle n'est pas si claire pour les femmes. C'est-à-dire, on a tout notre corps, sauf que culturellement, eh bien, à bien des égards, on a tout un tas d'obligations, je ne dis pas que les hommes n'en ont pas, mais qui peuvent s'apparenter à ne plus avoir l'appartenance de son propre corps. Ça passe par des expressions simples de tous les jours, du type il faut souffrir pour être belle, ou tu enfanteras dans la douleur. Ça, c'est les classiques bibliques, mais ça, c'est des choses en fait qu'on a en tête. Alors, pourquoi c'est problématique, il faut souffrir pour être belle? Parce qu'il y a déjà là-dedans deux choses qu'on intériorise. Déjà, qu'il faut être belle, c'est comme ça, on doit être belle. Alors, ça a derrière toutes les conséquences qu'on connaît, à savoir finalement il faut qu'on réponde à des normes, notre corps doit répondre à des normes, on doit être mince, on doit être avec les cheveux comme ça, avec du maquillage, avec ci, avec ça, tout un tas de choses. Et ça c'est aussi, on va dire, on l'intériorise, c'est dans les magazines, c'est dans la vie de tous les jours, on sait que si on va à un entretien d'embauche avec du rouge à lèvres, on a plus de chances d'avoir un travail, c'est des choses qui sont quand même un peu folles. Donc il y a ce côté beauté qui fait que derrière on doit répondre à ces canons, donc on les intériorise et notre corps, on en perd un peu la propre possession de notre corps. Et derrière il y a la question il faut souffrir pour être belle, et là c'est le deuxième point, c'est-à-dire que on apprend à souffrir quand on est une femme. Parce que concrètement être belle, s'épiler, par exemple, on nous dit qu'il faut nous épiler, ça fait mal, mais c'est comme ça, on est des femmes. Ou alors on a nos règles, mais les règles ça fait mal, mais c'est normal. Et du coup, on se retrouve avec, on regarde l'endométriose, le syndrome prémenstruel, des choses qu'on subit vraiment, en fait, qui sont comme ça, qu'on subit, c'est un fait, c'est naturel. Sauf que, en fait, on regarde, on en parlait tout à l'heure, si on regarde ce qui est fait pour éviter les problèmes d'impuissance des hommes, qui sont des problèmes qui sont très handicapants sans aucun doute, mais pas forcément douloureux. Et là, il y a des choses qui existent médicalement, alors que finalement, si on regarde l'endométriose, c'est douloureux pour les femmes, c'est quelque chose dont on parle plus ces dernières années, mais dont on parle peu. Le syndrome prémenstruel, c'est quelque chose qui est quand même super difficile à vivre. Et pareil, c'est plus ou moins porté sous silence, c'est plus ou moins tabou, sauf qu'on le vit tous les jours. Et finalement, quand on regarde médicalement les solutions qui existent, il y a beaucoup de solutions pour combattre l'impuissance. Il y a le Viagra, il y a tout un tas de choses. En fait, contre l'endométriose, le syndrome prémenstruel, alors un syndrome prémenstruel, c'est pas compliqué, si tu prends la pilule et que ça marche pas, tu subis quoi, c'est comme ça. Donc on en arrive à ces choses-là qu'on intériorise, on va souffrir. Et alors, on va me dire, mais quel est le rapport avec le plaisir? On parlait également, et ça, il y a eu un très bon article du Time qui a été écrit là-dessus, c'est en fait la notion de sexe et de plaisir. Qu'est-ce que c'est du bon sexe pour un homme? Alors, il y a des hommes dans la salle, peut-être que vous avez des idées. Je ne sais pas, sinon, c'est peut-être... communément, a priori, la réponse, c'est quand l'homme y jouit, quoi. Quand l'homme, il a du plaisir. Qu'est-ce que c'est un bon sexe pour des femmes? Oui, j'ai entendu. Ouais, on a pas mal. On a pas mal. Et c'est quand même pas la même chose, en fait.
pour certains, c'est, on jouit quoi, c'est cool, c'est du plaisir. Nous déjà, quand on a pas mal, c'est déjà cool. Ça veut dire que pendant l'acte sexuel, déjà, on va pas vouloir le finir au plus vite parce que bon, hein, on a mal et puis vraiment, c'est douloureux, donc on va pas simuler juste pour se dire, alors pourvu qu'il finisse parce que là, moi j'ai juste trop mal quoi. Et voilà. Et ça, c'est intéressant parce que on est nombreuses quand même je dis on, hein, j'intériorise tout le monde, chacun sera libre de prendre ses distances avec mon propos évidemment, mais parce que la notion de la douleur, elle est là dans l'acte sexuel. Sur le fait d'oser, par exemple, dire à son partenaire « j'ai mal ». Non, mais on arrête là, j'ai juste trop mal. Non, bon, le réflexe c'est de dire « bon, allez, je vais serrer les fesses, je vais attendre un peu et ça va passer ». A priori, c'est ce qui ressort en fait de l'étude donc, de cet article, entre autres. Mais voilà, c'est cette idée d'intérioriser la douleur. Mais c'est un résultat, et je veux dire, c'est le résultat de l'éducation, c'est le résultat de plein de choses qu'on a intériorisées. Et ça, c'est aussi l'idée de s'approprier son propre plaisir, c'est de se dire aussi que la douleur, elle est pas normale en fait. On ne doit pas accepter les douleurs qu'on a en fait. On doit aussi, et puis on doit aussi éduquer évidemment les hommes à reconnaître ce que c'est que la douleur dans le sexe et tout genre de choses. Évidemment, c'est un long travail d'éducation. Mais d'où le lien en fait entre plaisir et parfois souffrance aussi. Et la question de la réappropriation du corps. Parce que si on se rend compte que notre corps il est à nous et que la douleur elle n'est pas normale en fait, on va aussi accéder, parce qu'on dit non mais les femmes, de toute façon elles n'ont pas les mêmes besoins, elles n'ont pas. En fait, à partir du moment où on a cette question de la douleur déjà, c'est vrai que jouir quand on a mal, à part d'être masochiste, autrement c'est quand même pas hyper évident quoi. Voilà. C'est une chose que soulignait la réalisatrice Barbara Miller quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle avait décidé de faire ce film. Elle m'expliquait qu'en fait, elle a voyagé pendant des années à travers le monde. Et il y a une chose dont elle s'est rendue compte, c'est qui était assez communément admise par toutes les femmes, c'est que pour la plupart, le sexe était vu comme une obligation et non un plaisir. Et c'est la question en fait qu'elle a voulu se poser. Ensuite, c'est de se dire mais pourquoi ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et simplement par rapport à ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est il y a une étude qui est sortie il y a 2-3 ans qui disait quand même que 21% des Français pensaient qu'une femme pouvait prendre du plaisir à être forcée. C'est là où on voit toute l'ambiguïté dans laquelle on est, c'est-à-dire que ce lien entre plaisir et violence est notamment sur cette question de droit, en fait. Est-ce que la femme a le droit au plaisir, a le droit à ne pas subir des violences ? Et pour ça, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait, ce que tu le disais, une réappropriation du corps de la femme, mais une conscience, en fait, de je ne mérite pas ça. Et je ne mérite pas d'être battue, de la même manière que je mérite aussi d'accéder à mon propre plaisir et de reprendre le pouvoir aussi sur mon corps, justement de ces deux façons-là, face au coup et face au plaisir. Tout à fait. La prise de conscience que notre corps nous appartient, à nous, vraiment. Que, pareil, quand on prend simplement sémantiquement la langue française. Quand on est petite, on est une fille. D'accord ? C'est aussi le mot qui est utilisé pour décrire notre lien de parentalité, en fait, à nos deux parents, mais dans une société patriarcale, du coup, d'appartenance à son père. C'est ma fille. Quand on vient, après l'adolescence, j'imagine, on devient une femme. Bon, c'est pas trop à quel moment, mais bon, bref, on devient une femme. Mais sémantiquement, c'est aussi le terme qui décrit, en fait, le fait d'être épouse. Rarement, on va dire « Ah, c'est mon épouse », on va dire « c'est ma femme ». Finalement, on est fille et on est femme, donc on est décrite sémantiquement dans la langue française comme appartenant à notre père et puis à notre mari. Et ça, c'est aussi problématique, parce qu'on dit, par exemple, « mon mari ». Voilà. Mais nous, on est femmes. Et cette question, du coup, de s'approprier son propre corps, c'est s'approprier aussi son propre sexe. Et rien que sémantiquement, c'est assez compliqué dans la langue française. Et derrière, du coup, avoir son propre corps qui nous appartient, ça veut dire on est autonome et on ne dépend pas non plus des autres, on n'appartient à personne d'autre qu'à soi-même. Avec votre collectif Georges Sand, vous luttez notamment... Georgette Sand, pardon. Vous luttez notamment contre l'invisibilisation des femmes dans l'espace public. En quoi est-ce que cette question de réappropriation du corps et notamment de cette notion de plaisir est liée à l'invisibilisation des femmes dans l'espace public et en général, en fait
ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment, en tous les cas, où la femme n'est pas non plus présente dans l'espace public, ça veut dire on n'a pas d'exemple de femmes, donc on ne peut pas s'identifier à des femmes qu'on va juger comme les femmes dont on voudrait avoir la même carrière. Donc cette question de l'exemplarité, donc de la non-présence des femmes dans l'espace public, elle pose un problème, parce qu'elles font que les petites filles, ou les femmes que nous sommes, ou les demoiselles qu'on est, enfin comme on veut, mais elles ne vont pas avoir ces exemples. Et ne pas avoir d'exemple, c'est finalement ne pas être visible, et du coup ne pas se représenter que la femme, elle est aussi finalement connue, elle est finalement aussi brillante, elle est finalement aussi capable que l'homme. Et ça, c'est très problématique, parce que ça induit le fait que, on va se dire, c'est comme ça finalement, nous-mêmes on est inférieurs aux hommes, puisque de toute façon, on n'est pas présent dans l'espace public. Ça, c'est une première question. C'est vraiment la visibilisation, et c'est un gros travail de Georgette Sand. C'est pour ça qu'on a écrit un ouvrage, de portraits de femmes qui ont été invisibilisées dans l'histoire. C'est vraiment l'idée qu'on donne de l'exemple, qu'on crée en fait qu'on recrée puisque ça a existé, mais qu'on mette en avant ces exemples parce qu'ils sont importants dans le cadre de l'éducation. Également, la présence de l'espace public, dans l'espace public, elle est importante parce que à partir du moment où les femmes ne sont pas présentes dans l'espace public, on va dire de la ville par exemple, ça veut dire qu'on ne va pas être habitué à cette présence. Et ça induit que derrière, quand elles sont présentes, elles peuvent être mises en insécurité, mais aussi tout simplement que la femme, elle ne va pas s'approprier en fait potentiellement l'espace géographique et donc faire ce qu'elle devrait pouvoir faire comme les hommes le font. C'est-à-dire se balader comme elle a envie, aller n'importe où, mener des actions dans l'espace public. Et donc ça, c'est problématique. Et d'où l'intérêt aussi du film, c'est de montrer ces portraits des femmes qui agissent dans l'espace public, parce qu'on a toute notre place dans l'espace public. Et la question de la réappropriation, elle est vraiment très importante, parce que les combats, ils existent, ils sont menés par ces femmes fabuleuses, et qu'il y en a plein d'autres à mener. Alors, il y a une question qui est assez présente dans le film et qui est portée par la très charismatique Leila Hussein. C'est la question de l'excision. Et en fait, cette question de l'excision, elle montre à quel point, justement, les violences sont liées à cette notion de plaisir. Et donc, du coup, je me tourne vers toi, Charlotte. Comment est-ce que la question de l'excision montre que, en fait, une lutte contre les violences va de pair avec une lutte aussi pour le plaisir des femmes. Alors, bonsoir à tout le monde, à tous et à toutes. Je pense qu'une des premières choses pour bien comprendre l'excision, c'est pour bien comprendre pourquoi ça perdure, c'est comprendre le tabou et en fait c'est dire que la plupart des femmes, et des hommes aussi d'ailleurs, ne savent même pas qu'elles ont un clitoris et qu'un clitoris ça fait 13 cm et que c'est à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Et donc à partir de là, on comprend, ça lie cette question des violences sexuelles parce que, enfin des violences faites aux femmes, mais maintenant on dit violences sexistes et violences sexuelles. Parce que, en fait, déjà, si vous ne savez pas que vous avez une partie de votre corps, vous ne la connaissez pas, et une partie du corps de la moitié de la population est mal connue. Pour information, le clitoris est apparu en France dans les manuels de SVT, je crois, en 2017. Il n'y a qu'un manuel. Et il y en a un, pardon, qui présente correctement le clitoris. Et pour travailler, donc Excision Parlons-en, en fait, on fait de la sensibilisation, on fait de la mutualisation d'expertise et du plaidoyer. Et notamment, une de nos cibles, c'est les jeunes filles qui ont entre 12 et 18 ans. Pourquoi ? Parce qu'en France, ce sont ces jeunes filles-là qui sont à risque d'être excisées. Parce que ça se passe, en fait, elles sont protégées pendant leur petite enfance. Et les familles sont assez les familles qui vivent en France connaissent très bien la règle, parce que sinon c'est prison, amende, etc. Et du coup, à l'adolescence, elles deviennent à risque et ça se passe pendant un voyage dans le pays d'origine des parents. Et elles peuvent être excisées, donc généralement la période critique c'est les vacances scolaires, donc les vacances d'été, voire de Pâques. Et nous, donc, on fait de la sensibilisation. Et dans le cadre de cette sensibilisation, on intervient dans les classes et on parle un peu de...
on arrive et on parle de violences faites aux femmes, mais en fait, au bout d'une demi-heure, je me retrouve à expliquer ce que c'est la masturbation, ce que c'est un clitoris, ce que c'est une vulve, etc. Moi, à la base, c'était pas vraiment ma formation, mais je me suis retrouvée à dire à des filles, mais en fait, vous avez un clitoris, il ne sert qu'au plaisir, il ne sert qu'à ça. Il ne sert qu'à ça. Et l'homme masculin, lui, n'a pas d'organe qui ne soit dédié qu'au plaisir. Il a un organe qui lui sert à se reproduire, à avoir du plaisir, à uriner, et je crois que c'est tout, mais je vais peut-être pas être exhaustive. Et la femme, elle a un organe pour chacune de ces choses, et notamment, elle a un organe pour l'orgasme, et en tout cas, à défaut d'orgasme, au moins pour le plaisir. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, et en fait, les gens ne le savent pas. Moi, j'ai appris à des personnes qui avaient une quarantaine d'années, dans un événement, qui étaient là, c'est une excision, oui, et puis j'arrivais avec mon petit clitoris en 3D, et les grands, alors j'adore, c'est voilà, le clitoris en 3D. Donc voilà, et ça... Vous pouvez tous en imprimer un depuis 2016 grâce à Odile. Exactement, qui nous en a imprimé plusieurs. Vous voyez là, vous avez le petit bout ici, ça c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on coupe en fait. Enfin, c'est une partie de ce qui est coupé dans le cadre de l'excision. Mais en fait, ce que les femmes ignorent, et c'est ce qu'elles réapprennent quand elles font les démarches auprès des gynécologues, auprès des sexologues, etc., c'est qu'il reste tout ça. Et que d'ailleurs, un petit cours d'éducation sexuelle, mais quand on parle de plaisir vaginal ou de plaisir clitoridien, c'est faux. C'est un plaisir clitoridien. Et ensuite, ça se passe à différents endroits. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'il y a. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne sais plus combien de terminaisons nerveuses. Je crois que c'est 8000. 8000. Mais c'est énorme. C'est plus que aucun autre endroit de notre corps, je crois, qui a autant de terminaisons nerveuses. Plus que le sexe masculin. Et plus que le sexe masculin. On voit pas. Et donc du coup, à chaque endroit, c'est juste à chaque endroit. Donc ça fait partie des choses aussi pour comprendre l'excision. Il faut savoir que donc, l'excision, c'est une domination du corps de la femme. C'est vraiment, c'est ce que je dis souvent, c'est il y a plusieurs bouts de la chaîne. Il y a un bout, c'est quand vous avez une mauvaise réputation parce que vous n'avez pas la bonne sexualité ou certaines critiques, etc. Et l'autre bout, en fait, c'est l'excision. C'est quand là, ça se traduit physiquement. Et les deux sont liés, en fait, à mon sens. Et en fait, les femmes, on leur réapprend que en fait, elles ont toute cette possibilité-là, que c'est pas du tout fini, que en fait, elles peuvent avoir du plaisir. Et d'ailleurs, c'est ça que je veux dire, les femmes qui sont excisées peuvent avoir du plaisir. Parce qu'on leur a enlevé ça, mais il reste tout ça. Et donc, il y en a plein qui ont du plaisir malgré une excision. De la même façon qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas été excisées et qui n'ont pas de plaisir non plus. Parce que le plaisir, en fait, ça ne vient pas juste c'est pas physique, enfin je veux dire c'est pas juste parce que on vous touche que vous avez du plaisir, c'est aussi parce que c'est un contexte, parce que par exemple vous avez pas été marié de force et que donc du coup en plus vous êtes avec quelqu'un que vous aimez et donc oui vous avez pu être excisé mais il y a pu y avoir du plaisir, ou alors vous avez pas été excisé mais enfin les combinaisons sont infinies en fait. Il y a des milliers de raisons de pouvoir avoir du plaisir comme il y a des milliers de raisons de ne pas en avoir. Il n'y a pas de normalité, ça c'est la première chose quand on parle de plaisir qu'il faut comprendre. Et je pense que le film que vous venez de voir vous a montré des femmes, des exemples de violences faites aux femmes très différentes. Et en fait, ce que vous pouvez lier, c'est que l'impact qu'il va y avoir sur leur sexualité va être au-delà de la simple, du coût physique. Il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai regardé ce film, je me souviens, alors je travaille sur l'excision depuis quelques années maintenant, donc je me suis pas habituée, mais c'est une pratique à laquelle je suis confrontée régulièrement. Je parle avec des femmes qui l'ont vécu, etc. J'ai été beaucoup plus traumatisée par d'autres histoires que celle de Leila. C'est Leila, je sais plus comment on prononce. J'ai été plus traumatisée par d'autres histoires qui sont des choses à laquelle je suis beaucoup moins habituée. Et que je trouve, en fait, je dis beaucoup plus, mais tout aussi traumatisée parce que c'est d'une violence absolue. Et voilà. Donc, les violences et le plaisir est atteint par des tonnes de choses, mais rien n'est perdu. Ce qui fait 13 cm.
Pour continuer simplement rapidement sur cette question d'excision, il y a une chose dont le film parle peu, justement, c'est la notion de plaisir par rapport à l'excision, ce que tu viens d'évoquer, et notamment la reconstruction, en fait, qui est possible. Et pour faire une petite parenthèse, moi j'ai fait un reportage dans une maison qui s'appelle la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est une maison en fait, qui accueille des femmes victimes de violences et qui les prend en charge à 360 degrés, donc qui prend en charge toutes leurs problématiques. Et en fait, une des choses qui m'avait le plus frappée, c'est que justement, Rada Hatem, qui dirige cette maison, fait des tables rondes avec des femmes excisées, des groupes de prise de parole. Et en fait, à un moment, elle leur dessine un clitoris et elle leur montre, elle leur dit « mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, on vous a simplement enlevé ça ». Et au moment où les femmes découvrent qu'elles ont un clitoris et qu'on leur a simplement enlevé le petit capuchon, en fait, c'est pour elles un espoir immense parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, on leur a presque rien enlevé. Et elles sont presque en train de rire sur le moment de cette notion-là. Et surtout, elles découvrent aussi pourquoi est-ce qu'on leur a fait ça. Et pourquoi est-ce qu'on les a traumatisées dans leur chair? C'est pour contrôler leur sexualité. Et c'est parce que les hommes ont peur de leur sexualité, ne veulent pas qu'elles aillent voir ailleurs. Et donc pour les contrôler, pour être sûr qu'elles n'auront aucune libido, eh bien, ils les excisent. Et en fait, l'opération de reconstruction, est-ce que tu peux nous expliquer juste très rapidement en quoi est-ce que ça consiste et quel peut être aussi l'effet sur les femmes au-delà aussi des femmes qui, en fait, quand elles découvrent qu'elles ont un clitoris, peuvent recommencer à prendre du plaisir alors même qu'elles sont excisées. La première chose à savoir sur la reconstruction, ça c'est très important si jamais vous êtes amené à en parler à des personnes, etc. La reconstruction, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, ça peut être une solution, comme ça peut ne pas marcher, comme ça ne peut être pas du tout la solution pour la personne. C'est ce que je disais, c'est vraiment en fonction de chaque personne et de chaque histoire, selon les violences que la personne a subies, selon l'excision aussi, parce qu'il y a plein de types d'excision. L'excision, en réalité, on parle de mutilation sexuelle féminine, et il y en a 4 types reconnus par l'OMS. Il y a la clitoridectomie, c'est le fait de couper le bout du capuchon. Mais il y a aussi l'excision. Donc l'excision, c'est quand on coupe le capuchon et on enlève les petites lèvres et ou les grandes lèvres. Ensuite, la troisième, et c'est celle dont normalement, si je dis pas de bêtises, c'est l'infibulation. Là, on recoue l'intégralité de la vulve et on laisse seulement une ouverture pour tout ce qui doit sortir. Et le dernier type, en fait, c'est tout ce qui est intervention et tout ce qui est mutilation, en fait, je peux faire de curetage, etc. Enfin, bref, c'est très divers. Donc, pour réparer, il y a plusieurs choses, mais concernant le clitoris, donc plutôt la partie clitoridectomie, en fait, le gynécologue qui a inventé ça, c'est Pierre Foldès, qui travaille à Saint-Germain-en-Laye et qui a formé tous les autres gynécologues qui travaillent un institut qui s'appelle Women Safe. Women Safe, exactement. Et donc il y a la Maison des Femmes de Rada Hatem à Saint-Denis qui le fait. Il y a aussi la Maison des Femmes de Montreuil. Et il y en a d'autres, je ne suis pas exhaustive, mais vous pourrez tout ça trouver sur notre site internet. En fait, il tire le clitoris. Et en fait, il fait ressortir ce qui reste, parce que comme je disais, ça fait 13 cm. Donc eux, ils ont coupé que ça. Donc en fait, ils tirent ce qui est à l'intérieur et ils le font ressortir. Voilà. Donc, alors après, c'est toujours un peu plus compliqué. Puis quand c'est une infibulation, c'est du coup plus la même chose. Enfin, il y a beaucoup plus de choses à faire et des problèmes de santé terribles, etc. Mais l'opération de base, c'est celle-ci. C'est de faire ressortir le clitoris. Et du coup, effectivement, on a de nouveau un capuchon. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'il va y avoir reconstruction qu'il va y avoir plaisir. Ça, c'est vraiment important parce que sinon la déception pourrait être tellement immense. Et non, il y a reconstruction et c'est exact. Et c'est pour ça que le travail que fait Rada Hatem et ce qu'ils font chez Women Safe et aussi à Montreuil, c'est vraiment bien parce que les femmes, elles ont un accompagnement psychologique, elles ont un accompagnement avec un sexologue, elles ont un gynécologue, ça dure, elles y vont plusieurs fois, elles réfléchissent, etc. Il y a tout un travail. Si elles ne veulent pas le faire, elles ne sont pas obligées de faire ce travail. Si elles sont sûres qu'elles savent pourquoi elles sont là, etc., pourquoi pas. Mais c'est accompagné parce que
parfois elles sont accrochées à cette idée de faut que je sois réparée, et tous mes problèmes vont disparaître. Non, attends. Parce qu'en fait, tu vis dans la rue en ce moment, et puis en plus, il se passe des choses dans ton couple ou je ne sais où qui sont terribles. Donc on va déjà y aller étape par étape, et ensuite, on va arriver à cette partie-là. Après, parfois, si elle le demande et que c'est incontournable, en fait, c'est en fonction de la femme, en fonction de son histoire, et ça doit venir vraiment d'elle et de personne d'autre d'ailleurs. Alors, pour rappel, il y a 60 000 femmes qui ont été victimes d'excision en France, qui sont actuellement qui vivent en fait avec une mutilation génitale, une mutilation sexuelle féminine. Pour passer sur quelque chose de... évidemment que là, on parle de résilience. Pour passer sur quelque chose d'un peu plus concret, sur quelque chose dont on peut tous se saisir. Du coup, je vais me tourner vers toi, Charlotte, pour savoir un peu quels sont aujourd'hui les moyens qu'on a tous et toutes pour agir, en fait, à la fois pour que les femmes puissent prendre le pouvoir, en fait, sur leur corps et sur leur propre plaisir, mais aussi lutter contre les violences faites aux femmes et contre cette espèce de violence qui est faite au corps féminin, aussi bien symbolique que physique. Pardon. Georgette, on travaille beaucoup sur la visibilisation et ça me semble vraiment important. Qu'est-ce que c'est visibiliser les femmes? Eh bien déjà, quand on connaît des femmes qui font des choses, comme là, par exemple, ces portraits, c'est en parler. C'est en parler entre nous, mais aux hommes aussi, en fait, d'introduire aussi les hommes dans la démarche. C'est c'est reprendre en fait l'espace public. C'est le reprendre, parce qu'il est aussi à nous. On y est moins présente, mais on y a notre place. Donc c'est reprendre l'espace public, c'est visibiliser les combats des femmes, c'est visibiliser ce que les femmes ont fait, et puis c'est travailler surtout aussi en ce qu'on appelle la sororité, c'est-à-dire on travaille dans la bienveillance des femmes, dans la bienveillance, c'est-à-dire essayer aussi de s'aider les unes les autres, et que derrière on puisse humainement tout être à l'aise en fait dans l'espace public. Je ne sais pas si Sophie, tu avais des choses à rajouter, parce que Sophie et Georgette aussi. Tu avais peut-être des petites idées. Pardon, je travaille le micro. Bonsoir. Oui, alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Est-ce que tu peux s'assurer? Bien sûr, tout à fait, ça va. Chez Georgette Sand, ce qu'on propose, c'est des ateliers d'empowermufisme. Je ne sais pas si le néologisme vous parle un petit peu ou pas du tout. Certaines d'entre vous me regardent avec des grands yeux. Donc l'idée d'empowermufisme, c'est l'empowerment au féminin, bien sûr. Donc on intervient au cours d'ateliers, de formations, etc. Et ce qu'on explique aux femmes, c'est à décoder ces toutes petites choses, parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, je me permets de te tutoyer, c'est qu'il y a un spectre qui est immense, qui part de la plus petite violence et qui va jusqu'à la plus grande, et c'est pas parce que nous, dans notre quotidien, on n'est pas concernés par la plus grande que les petites violences qu'on subit au quotidien doivent être diminuées. Par exemple, je vous donne juste des petits exemples comme ça au quotidien. Faites le test, parce que ça a déjà été fait par certaines femmes, de vous promener dans la rue et de croiser quelqu'un et d'attendre jusqu'au dernier moment. Et vous allez voir que si c'est une femme qui est en face de vous, elle va se déplacer sans problème, elle a pris le pli, on a été éduqués à être poli, à ne pas prendre trop de place, à croiser les gens dans le métro, à croiser les gens partout d'ailleurs. Alors que si vous faites ce test avec un homme en face de vous, vous allez voir que jusqu'au dernier moment, il va attendre et puis il va se retrouver en face de vous et puis... pourquoi tu bouges pas quoi? Enfin, c'est moi-même, c'est toi la femme, tu bouges, c'est la base. Donc des toutes petites choses comme ça au quotidien, quand vous êtes en réunion, ou alors je continue avec cet exemple dans la rue, c'est-à-dire que si jamais vous allez jusqu'au bout et que vous bousculez l'homme, même si c'est lui qui vous bouscule, d'ailleurs, vous allez dire pardon. Oui. L'homme, pas nécessairement. Je suis désolée pour tous les hommes qui sont dans la salle, c'est pas du tout un jugement et une remise en question, c'est une question de choses qui sont intégrées, intrinsèques, qui font partie de notre éducation. Depuis toute petite, la fille doit rester silencieuse dans un coin, lire un livre, alors que le garçon, s'il fait du bazar, c'est pas grave, c'est un garçon, c'est normal, et on lui en veut pas du tout, quoi. Et donc du coup, les outils dont on parle en atelier d'empowermufisme, c'est notamment mettre en valeur la parole des femmes, c'est ce que disait tout à fait Charlotte, c'est-à-dire que vous êtes en réunion et votre collègue féminine essaye vaillamment de placer son idée
elle est découragée d'avance parce qu'elle sait déjà qu'elle est entourée de 4 hommes de 60 ans, blancs, bedonnants, riches et heureux de l'être, et qui n'ont pas du tout envie, du tout d'écouter. Voilà, et ben on appelle ça l'amplification en fait. C'est-à-dire que vous, si vous êtes une autre femme ou un homme d'ailleurs, soyez nos alliés, je vous en supplie, vous êtes au sein de cette réunion et vous entendez son idée et vous percevez qu'elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été écoutée, et pire, qu'il y a un vrai risque, parce que c'est ce dont on parle dans notre livre Ni vu ni connu, qui est un phénomène d'invisibilisation, que l'idée soit reprise 5 minutes plus tard par un de ces hommes qui va faire et tous les autres vont faire grave. Alors qu'en fait, l'idée a été dite 2 secondes avant par une jeune fille qui avait juste le malheur d'être une femme, 50 moins, et alors si elle est racisée, mais laissez tomber, quoi. C'est hors de question qu'on l'écoute. Pourquoi écouter une femme racisée? C'est rien, c'est personne. Donc s'il y a une femme autour de vous qui dit quelque chose à une réunion, etc., bien faire en sorte de dire, comme le disait ma collègue Émilie, je ne sais pas, je pense effectivement que, et vous répétez son idée avec son nom, et encore mieux, vous répétez son idée avec son nom complet, prénom et nom, parce que faites un effort de lire un journal un jour, de la première à la dernière page, vous allez voir qu'une fois sur 2, il y a 10 fois moins de femmes citées que d'hommes, une fois sur 2, beaucoup plus que ça d'ailleurs, si la femme est citée, c'est en tant que victime, témoin, mais jamais en tant qu'experte, et qu'en plus, quand elle est citée, il y a une chance sur 2 que son nom de famille ne soit pas donné, et ça, c'est un vrai souci. Voilà. On rappelle que 19% des experts dans les médias sont des femmes invités dans les médias. Donc, si on résume, donc il y a une question d'information, c'est de se rendre compte qu'en fait, on est tous vecteurs d'information, encore plus aujourd'hui. Donc, en fait, on a du poids quand on partage un contenu sur les réseaux sociaux, quand on partage un livre, quand on partage un film comme ça et des histoires d'héroïnes. Il y a une question de dialogue et aussi, je pense, on a parlé aussi de la sexualité homme-femme. Il y a une question de dialogue entre hommes et femmes. Il y a une question de en tant que femme, oser dire les choses, parce qu'en fait, c'est pas plaisant pour un homme non plus d'être face à une femme qui ne va pas lui dire ce dont elle a envie et ce qu'elle aime. Et en fait, c'est quelque chose, c'est très bien dit à la fin du film, on ne va pas changer un sexe avant l'autre, on doit tous changer. Et en fait, on souffre tous de ce système-là. Donc voilà. Ensuite, peut-être sur des choses un peu plus pratiques, sur justement la question de la représentation du clitoris, sur des actions politiques, sur des actions associatives, sur des dons qu'on peut faire. Est-ce que Juliette, tu aurais des choses en tête comme ça là? Oui, j'ai plein d'idées. Je vais vous redonner le nom de notre site pour les dons. Non, je voulais juste dire un truc. En fait, il y a plein de gens qui disent avec MeToo, etc., là, que c'est le début de la guerre des sexes. Pour moi, c'est pas le début, c'est la fin, en fait. Enfin, je suis un peu utopiste, mais c'est plutôt la fin de la guerre des sexes. Sinon, en termes d'action concrète, d'abord, il y a plein d'associations qui font des choses. Alors, tout à l'heure, il m'a été indiqué un nombre que je ne connaissais pas. Il y a 600 structures, apparemment, en France qui travaillent sur les droits des femmes. Donc déjà, on peut toutes, si on a envie de s'investir, regarder autour de nous tout ce qui se fait en fonction des sujets qui nous touchent, parce qu'on ne peut pas non plus s'atteler à tous les sujets. Enfin, on peut si on veut, mais si on a envie de choisir, il y a des structures qui travaillent sur les violences conjugales, qui travaillent sur les mariages forcés, qui travaillent sur l'excision, qui travaillent sur la prostitution, qui travaillent sur la pédophilie, qui travaillent sur la visibilisation, visibilité, c'est des femmes dans l'espace public, il y a des femmes dans les médias, voilà. Il y a tout type il y a plein de choses à faire. Moi, je vais parler de ce que je connais. Alors, sur le sujet de l'excision, nous, on est l'association Excision Parlons-en. En fait, nous, on est une plateforme associative et on a plein d'adhérents. Et nos adhérents, ce sont des associations qui travaillent sur le terrain, sur l'excision. Donc, en fait, nous rejoindre, ça peut être soit nous rejoindre nous, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles, surtout qu'on est 100% bénévoles, donc plus on a de main d'œuvre, mieux on se porte. Mais ça peut être aussi en fonction de la volonté, en fonction de votre expertise, etc. Ça peut être rejoindre des associations de notre réseau. Alors par exemple, il y a France Carte d'Asile, il y a le GAMS, qui est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, qui travaille en France depuis 30 ans, qui a à peu près tout fait sur ce qui existe en France. Voilà. Il y a le planning familial, j'en passe et des meilleurs. Ça c'est pour l'excision. Si il y a d'autres thématiques, je vais parler, alors ça va être une discrimination parce que je vais parler des associations que je connais, mais
J'aime beaucoup le travail de la Fondation des femmes, que vous devez sûrement connaître, qui est une fondation qui existe depuis 3 ans maintenant, je crois, 3-4 ans, et qui en fait, 2016, et qui en fait a pour objectif de lever des fonds pour les reverser aux associations qui travaillent pour les droits des femmes. Et elles font un travail incroyable, c'est elles qui organisent la nuit des relais, elles organisent le concours d'éloquence, elles organisent des événements vraiment incroyables, et elles ont énormément besoin de bénévoles, et elles ont une force juridique aussi qui vient en aide aux femmes victimes et aussi aux associations. Donc il y a la Fondation des femmes, et je suis encore pas exhaustive, hein, donc je vous invite à regarder leur site internet. Vous pouvez rejoindre, on parlait tout à l'heure de Rada Hatem et de la Maison des femmes à Saint-Denis, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est vraiment quelque chose d'innovant, de nouveau, de formidable, et qui a besoin d'aide sur plein de sujets différents. Il y a l'association En Avant Toutes aussi, qui est une association qui travaille, qui accompagne en fait les jeunes femmes victimes de violences, c'est-à-dire les femmes leur cible c'est 15-25. Alors, notamment, leur action, elles se sont parties d'un constat, c'est que les filles entre 15 et 25 ans ne se disent pas « je suis victime de violences conjugales ». Elles se disent bah, c'est pas moi, c'est ma tante, ma mère, ma voisine, j'en sais rien, elle a 40 ans, 10 enfants, c'est elle. Moi, j'ai 15 ans, par contre, mon mec, il me force à faire l'amour, ou alors il est hyper jaloux, hyper possessif, j'ai le droit de rien faire sans lui dire ce que je fais, ou j'en sais rien. Mais c'est pas des violences conjugales. Mais c'est pas des violences conjugales, mais il m'humilie en public dès qu'il a 5 minutes, voilà. Et ben en fait, ce sont des violences conjugales, mais elles s'identifient pas comme victimes, et du coup, il se passait rien pour elles. Elle prévenait personne et il se passait rien. Et donc elles ont créé, je pense, ce qui pour moi est la révolution. La révolution, ce qui est juste l'outil extraordinaire. Je travaille avec elles et on s'en sert pour l'excision. Donc je valide x10 ce qu'elles font. Un chat numérique, c'est-à-dire que comme les jeunes filles, en plus de ne pas s'identifier comme étant victimes, elles n'appellent pas en plus, parce qu'il y a des numéros, d'urgence, il y a le 119 pour l'enfance en danger et il y a le 3919 pour les femmes victimes de violences. Mais les filles, elles n'appellent pas, parce qu'aujourd'hui, les filles, elles envoient des WhatsApp, enfin les garçons aussi, hein, mais en l'occurrence, on parle des filles. Elles envoient des WhatsApp, des Instagram, des Snap, tout ça, mais elles n'appellent pas, elles n'aiment pas ça. Et du coup, elles ont créé un chat sécurisé, totalement sécurisé, anonyme, gratuit. Et en fait, manque de moyens pour le moment, il n'est ouvert que 3 après-midi par semaine, le lundi, le mardi et le mercredi. Mais ça va s'ouvrir beaucoup plus bientôt. Et si vous leur donnez de l'argent, beaucoup plus rapidement. Et en fait, elles accompagnent, elles écoutent, et elles parlent avec ces filles, et elles les orientent vers les associations de proximité. Ou alors, pas tout de suite, et elles sont là pour ces filles-là qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de conseils. Voilà, ça c'est des exemples d'associations, mais si vous commencez à... Enfin, je pense que si vous êtes là, c'est que soit vous êtes curieux, soit vous êtes déjà impliqué, soit... Vous savez déjà plein de choses et vous voulez en apprendre d'autres, je ne sais pas. Vous avez sûrement vous-même vos propres expériences, et d'ailleurs vous allez nous en parler, je crois. Mais en tout cas, il existe ces associations-là, et si vous fouillez, vous en trouverez d'autres. Et nous, toutes ces associations-là, pour le coup, je me permets de parler en leur nom, on a vraiment toujours besoin de main-d'œuvre. Et d'argent aussi, hein, parce qu'on a aussi besoin d'argent. Vous l'avez compris, aujourd'hui, il y a vraiment une grande question autour des moyens financiers qui sont donnés aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. C'est une vraie question politique. Après, au-delà des moyens financiers, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire, qu'on a évoquées plus tôt, qui ne coûtent rien. D'intervenir à la fois auprès de ses amis, dans le milieu de son entreprise. Enfin voilà, on a tous une grande capacité d'agir. On peut aussi signer la pétition qui circule en ce moment pour faire figurer les clitoris bien représentés dans tous les manuels de SVT et de biologie. Simplement, moi j'aimerais, avant de vous donner la parole, si vous avez des questions à poser aux intervenantes, j'aimerais simplement faire un tout petit test. Qui parmi vous, dans toutes les actions qu'on a évoquées là, serait prêt à s'engager dans l'une d'elles? Est-ce que vous pourriez lever la main, s'il vous plaît? C'est merveilleux. Merci à vous. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Juste avant, je suis désolée, je ne réfléchis pas plus longtemps. Je voulais juste dire quelque chose. Je vais citer Inaë Benaber, qui avait une fois dit ça, mais une des premières choses qu'on peut faire, c'est regarder les femmes qui sont autour de nous et dire est-ce que tu vas bien? Et poser les vraies questions. Est-ce que ça va et est-ce que tout se passe bien? T'es sûre? Voilà, c'est juste ça. Déjà, c'est